seulement l'objet, mais il y a également le contexte de l'objet. Ce sont deux choses qui sont indissociables, puisque une couche est datée par l'objet. Donc, il est indispensable de considérer les deux en même temps. Donc, une fois qu'on a fini la fouille, alors déjà, sur le terrain, il y a beaucoup de relevés. C'est ce qui a été dit tout à l'heure à propos de la fouille de la tombe de Toutankhamon. Il y a des relevés qui ont été faits, il y a des photographies qui ont été faites, parce que ce sont ces relevés, ce sont ces photographies qui vont conserver la mémoire de l'instant où on a découvert. Donc c'est très important de relever un maximum d'informations sur le terrain, puisque ce sont ces informations qui seront ensuite exploitées. Quand on revient donc de la fouille, quand on revient au laboratoire, quand on revient dans son bureau, il y a déjà le mobilier qui a traité, donc les vestiges qui ont été trouvés, et on commence par sécher, par laver ce mobilier, puisque quand on le sort de terre, généralement il est couvert de terre, il est sale, donc il faut commencer par le laver. Une fois qu'il est lavé, il faut le faire sécher. Alors cela peut vous sembler idiot, mais il est important de bien faire sécher le mobilier, parce que si vous le mettez dans des sachets encore mouillés, par la suite, il pourrira. Et généralement, c'est aussi quelque chose qui prend du temps. C'est-à-dire qu'un fragment de céramique qui a été gorgé d'eau pour pouvoir le nettoyer, il va mettre beaucoup de temps à sécher. Il y a le séchage, ensuite il y a le marquage, c'est-à-dire qu'on note sur les objets d'où il provient, alors soit sur l'objet lui-même, soit alors effectivement sur le petit sac qui contient soit l'objet, soit des lots d'objets. Et il est certain que si on a 50 fragments de panse de céramique qui viennent à peu près du même endroit, on va les rassembler dans le même lot. Donc on va faire un seul sachet, donc pour tous ces fragments. Quand on peut, on fait du remontage, parce qu'un fragment de céramique tout seul n'a pas en soi une grande importance. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir reconstituer des formes, puisque ces formes sont des marqueurs chronologiques et culturels, en fonction de la période, en fonction du groupe culturel auquel appartient le site, on va avoir des formes céramiques complètement différentes. Les céramiques sont très importantes pour les archéologues, déjà parce que c'est ce qu'on retrouve le plus couramment sur les sites, mais c'est également les meilleurs marqueurs chronologiques. De la même façon que vous faites une distinction entre l'assiette que vous avez aujourd'hui dans le buffet de votre cuisine, l'assiette qui était hier dans le buffet de la cuisine de votre mère, ou avant-hier dans le buffet de la cuisine de votre grand-mère, vous-même vous faites une distinction entre votre assiette d'aujourd'hui, celle d'hier et celle d'avant-hier. Les archéologues, c'est exactement la même chose. Ils font la distinction entre une céramique qui a servi à telle époque, telle autre époque. C'est la raison pour laquelle il est important, à l'issue de la fouille, de faire ce qu'on appelle des remontages pour arriver à avoir des formes céramiques qui permettront donc de donner une attribution chronologique et culturelle. Une fois que tout ce travail-là est fait, il y a un travail de dessin très important à faire, puisque c'est ce travail de dessin qui permettra de reproduire ces formes et de les mettre dans le rapport. Il y a également tout le travail de mise au propre des documents qui ont été, des plans qui ont été relevés pendant la fouille. Là, je vous ai mis effectivement une planche sur laquelle vous avez les différents documents. Donc vous avez une fiche qui est faite par structure, mais vous avez également donc le plan de chacune des structures qui a été fouillée. Tout cela, ensuite, il faut le remettre au propre et il faut arriver à en faire la synthèse. Donc tout cela, c'est un travail qui est extrêmement long, qui est extrêmement minutieux également. Et là, il y a besoin véritablement de toutes les connaissances de l'archéologue pour arriver à faire un document qui présente les résultats de la fouille de la meilleure façon, donc en se servant également bien sûr des photographies. Tout à l'heure il était question des photographies à propos de la tombe de Howard Carter. Il est certain que les photographies sont des documents au même titre que le sont les vestiges matériels. Donc un travail très important. Comment est-ce que les avancées technologiques donc sur la photographie, sur les PC, les ordinateurs et tout, vous êtes les scanners, vous êtes beaucoup... Ah ben non, là-dedans, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui facilite énormément le travail. Donc quand on était, par exemple, quand on fouillait, encore quand on faisait des photographies avec l'argentique, moi je me souviens, le premier chantier de fouille, il y avait un appareil couleur, un appareil noir et blanc,
et toutes les photos systématiquement étaient doublées, sachant qu'on avait le résultat que quand on faisait le développement, donc bien après. Ce qui veut dire que si on loupait une photo, c'était terminé. Alors que là, avec le numérique, l'avantage, on appuie sur le bouton, c'est bon, c'est pas bon, on recommence. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout, les mêmes contraintes, donc ça nous permet de gagner en temps, ça permet également de gagner en fiabilité. Donc c'est certain que tout cela, on s'en sert énormément, de même que voilà, on fait tout, on fait tout avec, et puis même, par exemple, quand on fait, par exemple, on fouille un mur. Ce mur, on peut le photographier en relevant quelques points topo. Ensuite, ce mur, on peut le redessiner, on peut faire de la restitution 3D, on peut le redresser, on peut faire énormément de choses. Donc, en termes de valorisation, après, c'est certain qu'on a énormément gagné. Une petite fille qui veut poser une question là-bas. Déjà tout à l'heure. Elle a oublié. Quand ça reviendra, tu nous le diras. La céramique, c'est la poterie. Ce sont les pots. C'est bon? Voilà. Après, ça peut être aussi intéressant d'expliquer que selon les sols, évidemment, le mobilier peut également avoir des signes de destruction qui peuvent être parfois quand même assez importants aussi, selon la nature du sol. Voilà, c'est-à-dire que, généralement, les vestiges que l'on a, ce sont des vestiges qui ne sont pas organiques. C'est-à-dire que tout ce qui est périssable disparaît. Donc, je vous parle beaucoup de céramique parce que généralement, c'est ce qu'on retrouve le plus facilement. Parfois, dans certains sols, par exemple, on a les ossements. Par exemple, sur les sols calcaires, généralement, on retrouve les ossements, mais pas toujours non plus. Mais par exemple, Les métaux. Oui, les métaux également, parfois. Mais dans des sols granitiques ou schisteux, par exemple, ici, aux Herbiers, on n'a pas de métal, alors que c'est un site gaulois. Normalement, il aurait dû y avoir du métal. On n'a pas de métal, on n'a pas d'ossements, on n'a pratiquement que de la céramique et de la pierre, parce que c'est tout ce que le sol a conservé. C'est un sol qui est extrêmement acide, donc tout disparaît. Donc en fonction des conditions de conservation, alors généralement c'est le substrat qui compte, c'est-à-dire le sol dans lequel on se trouve, en fonction des sols, on sait très bien qu'on aura tel type d'élément qui aura des trous disparus à 99%, on ne sait pas à 100%, et on sait ce qu'on trouve et ce qu'on ne trouvera pas ou avec fort peu de probabilité. Alors qu'il y a d'autres éléments, par exemple l'eau conserve très bien. Vous avez certains sites archéologiques, alors là, pas vraiment ici en Vendée, mais par exemple dans l'arc alpin, dans le Jura, dans les lacs, du Jura, dans les lacs de l'arc alpin, vous avez un certain nombre de sites archéologiques qui sont conservés sous l'eau. Et là, c'est prodigieux, parce que tout ce qui est organique est conservé. On a les paniers qui sont conservés, les bois qui sont conservés, vous avez de la nourriture qui est conservée, vous avez des tissus qui sont conservés, tout est conservé parce que l'eau a cette faculté de conservation. Donc c'est certain que pour les archéologues, ce type de site, c'est l'Eldorado, véritablement. On trouve ça aussi dans les grottes, notamment en Ardèche, où apparemment les grottes se vident au fur et à mesure, et c'est là où on trouve des trésors, on peut trouver des peintures. Alors ça, c'est pour certaines périodes, donc c'est pour les périodes les plus anciennes, où les peintures, c'est surtout, les grottes ornées, c'est surtout donc, la fin du Paléolithique. Et là, ce ne sont généralement pas des grottes qui ont été enfouies sous l'eau. Vous pensez peut-être à la grotte Cosquer, voilà, la grotte Cosquer qui a été trouvée à côté de Cassis. En fait, c'est une grotte qui s'est retrouvée isolée du reste du monde parce qu'il y avait un système de siphon. Et comme il y a eu la remontée du niveau de la mer, cette grotte s'est trouvée isolée. Et c'est un jour des spéologues, qui étaient également des plongeurs, qui sont passés donc, dans le siphon. Quand ils ont émergé de l'autre côté, ils sont tombés donc, sur ces peintures. Mais ce sont des grottes qui sont inaccessibles parce que, soit effectivement on vide complètement la mer, soit effectivement, si on va faire un trou au-dessus pour essayer d'arriver automatiquement, ça va faire monter l'eau. Donc la grotte sera détruite. Donc par ailleurs, ça lui permet d'être bien conservé, jusqu'à ce que effectivement peut-être le niveau de l'eau monte ou n'importe. Mais là, c'est sûr que là, ce sont des conditions qui sont un petit peu particulières et très exceptionnelles. Mais on ne peut pas vraiment envisager qu'il y a d'autres grottes comme cela qui existent. C'est tout à fait possible. On peut tout imaginer. Il y a une question que je sais que ça va se faire un moment que... Excusez-moi. Donc, alors, quelles sont les limites des études archéologiques? À savoir, est-ce que hier c'était archéologique,
avant-hier ou l'année passée ou c'est quoi pour vous? C'est quoi? Ben, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où le fait de fouiller va permettre d'apporter de l'information. Donc c'est-à-dire que C'est-à-dire que par exemple, là, c'est peut-être l'an dernier, il y a 2 ans, peut-être 3 ans, hein, bon, peu importe, donc c'est relativement il y a peu de temps, il y a les vestiges provenant du pavillon soviétique, donc, qui avait été monté au cours de je ne sais plus trop quelle exposition universelle, qui ont été retrouvés et qui ont été fouillés archéologiquement, parce qu'effectivement, ça apportait de l'information. Vous avez même des archéologues qui, il y a de cela 10 ou 20 ans, avaient fait un déjeuner sur l'herbe, et ils avaient laissé sur place, donc la nappe, les assiettes, les fourchettes, etc. Tout cela avait été enfoui, et ils ont fouillé 20 ans après pour voir effectivement qu'est-ce qu'on retrouve 20 ans après, 30 ans après. donc il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que tous les jours nous produisons de l'archéologie. Oui, oui. C'est-à-dire que si ça se trouve, voilà, ce bâtiment-là, dans 100 ans, intéressera les archéologues. Tout sera tombé. Il y aura une information. Non mais on produit de la, voilà. Donc on peut effectivement tout envisager. Tous les jours, on produit de l'archéologie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement la fouille de quelque chose va apporter de l'information, c'est de l'archéologie sans limite de durée. Alors c'est certain qu'on va fouiller plus pour des périodes très anciennes que pour des périodes beaucoup plus récentes. Automatiquement, quand on a l'information, ça ne sert à rien. Par contre, quand on n'a pas l'information, si, ça sert à quelque chose. Voilà. Puisque nous sommes au Langon, et que le Langon est une ancienne ville arméne, il y a eu des fouilles et des fouilles, beaucoup, dans le Langon. Est-ce qu'il y a un document qui résume tout ce qui a été fait, et tout ce qu'on a trouvé, et tout ce qu'on peut voir? Alors, c'est un petit peu le drame du Langon, parce que le Langon, effectivement, on pense que c'est une agglomération secondaire antique, hein, donc regardez, il n'y en a pas tant que ça, hein, donc on pense qu'il y en a également au bord du marais breton, et le Langon, on pense que c'est une agglomération secondaire antique, mais qui a été fouillée, il n'y a eu que des petites fenêtres, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu beaucoup de fouilles, mais ça a été toujours des très petites fouilles, c'est-à-dire qu'on n'a que des petites fenêtres sur le Langon. Ça a généré des rapports d'intervention qui sont conservés au service régional de l'archéologie, mais il n'y a jamais eu de synthèse de fait. C'est-à-dire que en l'état actuel des choses, il faudrait trouver quelqu'un qui veuille faire la synthèse de tout cela pour arriver à produire un document qui puisse être vulgarisé, qui puisse être accessible à tout le monde. C'est un petit peu le drame du Langon, c'est qu'il n'y a jamais eu aucune synthèse de fait, mais c'est lié également au fait qu'à chaque fois ce sont des petites fenêtres de fouilles qui ont été réalisées. Ce qui fait qu'on n'a pas une idée de l'extension réelle du Langon. On ne sait pas jusqu'où s'étendait la ville antique. On a en fait très très peu d'informations qui soient exploitables, valorisables. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait une grande fenêtre Qu'est-ce qu'il faudrait pour... Alors, soit une très très grande fouille préventive, un très grand lotissement au Langon qui nécessite au préalable donc une grosse fouille. Là, effectivement, ça ferait une grande fenêtre qui permettrait effectivement d'avoir une grande information sur le Langon. Ou alors, on peut envisager qu'un jour un chercheur, donc un étudiant, dise moi je veux répondre à telle et telle question concernant cette cité qu'on dit secondaire, cette agglomération dite secondaire, est-ce que c'est réellement une agglomération secondaire? Est-ce qu'effectivement, moi je veux répondre à la question, donc je vais engager une série de fouilles programmées. Alors là, ça s'étale dans le temps. Comme je vous disais, il y a une fouille là qui dure depuis 50 ans, donc ça peut durer très longtemps. C'est-à-dire que là, c'est soit effectivement dans le cadre du préventif, soit effectivement un jour, il y a un chercheur qui se lance, qui a pour sujet le Langon. On répond aux questions concernant le Langon, sachant qu'il ne pourra jamais... C'est énorme. C'est énorme à fouiller. C'est comme si on disait, ben voilà, on commence à fouiller Pompéi aujourd'hui pour... Quoi, le Langon, c'est pas aussi grand que Pompéi, mais c'est pour vous donner une idée de la taille de la tâche. D'autant plus qu'au-dessus des niveaux gallo-romains, vous avez quand même des vestiges médiévaux qui sont assez importants. Donc vous avez quand même une stratigraphie, puis en dessous du gallo-romain, vous avez quand même du gaulois. Donc vous avez quand même une stratigraphie qui est assez importante, mais on ne peut pas dire si effectivement les Gaulois, les gallo-romains et les médiévaux sont tous au même endroit. On peut parfaitement envisager qu'effectivement, à un endroit, il y a eu des Gaulois, à un autre endroit aussi, puis là, il y a eu du gallo-romain, et puis, vous voyez, on n'a pas une idée
général de l'occupation du Langon aux différentes époques. On sait qu'il y a des choses, ça oui, il y a plein de choses, mais on n'a pas une idée exacte de la répartition de ces différentes choses. Ce ne sont que des petites fenêtres. Une des dernières fouilles, enfin une des dernières, je ne sais pas, enfin, la plus récente, c'était le cimetière, l'agrandissement du cimetière. Le cimetière, il y a eu des fouilles qui ont été faites et on a trouvé, ils ont trouvé des fouilles, des fenêtres, comme vous dites, Oui. et qui ont été faites, ils ont trouvé des tas de sarcophages, de machins. Est-ce que ça va être utilisé, ça? Ça fait partie, si vous voulez, de ce qu'on appelle les matériaux d'étude. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les matériaux d'étude. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand on fouille l'objet, on revient à l'objet, la post-fouille, quand on a du mobilier, il y a le mobilier qui est beau, qui est valorisable, qui est présentable, on va montrer dans les musées. Mais ce qu'on montre dans les musées, dans les vitrines, c'est une infime partie de ce qui a été trouvé. Autrement, il y a tout le reste. Donc ces milliers, voire dizaines de milliers de tessons de céramique, d'objets qui ont été trouvés, qui se retrouvent dans les réserves et qui attendent en fait des étudiants qui viendront les étudier, parce que ce sont ces étudiants qui permettront d'avoir la connaissance. Donc quand il y a une fouille, tous les aspects du site ne sont pas forcément vus. C'est-à-dire que l'archéologue, il a une certaine vision, mais après, il y a énormément de matériaux d'études qui font l'objet ensuite d'études par des étudiants. Donc c'est véritablement ce qu'on appelle des matériaux d'études. Donc il suffirait qu'effectivement, un jour, il y ait un étudiant qui ait pour sujet l'occupation médiévale du Langon, ou les cimetières du Langon à l'époque médiévale, pour que cet étudiant reprenne tout ce matériel-là, en fasse la synthèse et éventuellement le publie. Mais c'est dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'il faut trouver des gens qui s'intéressent à un thème bien particulier et qui sont en mesure d'étudier tous ces objets-là. Voilà, petit bonhomme. Est-ce qu'il y a encore des fouilles en ce moment ici? Ici, au Langon, en ce moment, je ne pense pas. Je sais qu'il y a un diagnostic. Alors, ces grandes tranchées qui sont faites à la pelle mécanique pour estimer le potentiel archéologique d'un futur projet d'aménagement. Je sais qu'il y a un diagnostic qui devrait se faire, mais là, je ne sais pas quand exactement, mais il y en a un qui devrait se faire sous peu. Je sais qu'il y a une prescription qui est tombée il y a quelques mois, mais j'ai pas... Où ça, au Langon, là? Oui, au Langon. Non, mais où? Il me semble que c'est rue Clémenceau, dans le bout de la rue Clémenceau, plutôt du côté du port. Il me semble que c'est dans ce secteur-là. Mais bon, comme ce n'est pas nous qui intervenons sur ce projet-là, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça se fera. Et effectivement, qui dit diagnostic, s'il y a des vestiges qui sont trouvés, après il y aura une fouille. Donc là, c'est le moment de se pointer pour dire, moi je veux visiter la fouille. Voilà. Mais on peut, en tant qu'individu, aller voir les fouilles. Oui, Alors pourquoi est-ce qu'au Langon, il n'y a aucun reste, aucun vestige, aucun de choses visibles dans alors, un musée, ça se fait trop, évidemment, mais un endroit quelqu'un. alors je sais qu'il y a une exposition qui est Le prévue. Langon est un village. Oui. Un village. Alors, je sais qu'il y a une exposition, parce que si vous voulez, bon, le mobilier archéologique doit être conservé dans certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit rassemblé dans un seul et même endroit, et il faut qu'il y ait certaines conditions de conservation. Et là, je sais qu'il y a une petite exposition qui est prévue sous peu, ici au Langon, pour présenter un petit peu du mobilier qui a été trouvé ici au Langon. Voilà. Mais je ne peux pas vous dire quand exactement. Donc, je sais que c'est prévu, mais pour l'année d'Antiquité, ça sera en 2014. Je sais qu'il y a un projet en ce sens. Le site des Châteliers à Osèche, Oui. chaque année, il y a une tranche Oui. qui recouvre, et chaque année, Oui. il y a des interrogations supplémentaires, parce que Oui. une année on trouve, et puis on croyait que, et bon, les questions sont reposées. Voilà. Alors ça, c'est toujours la question Oui. de l'évolution de la recherche. C'est-à-dire que les châteliers du Vieil-Auzet ont été fouillés par Patrice Burochot et Jean-Marc Large pendant, je crois qu'ils y ont fouillé C'est juste encore pendant la 10 ans. cette Hein, année donc encore. ils ont dû fouiller de 70 à quelque dans les années 70-80. Ils ont répondu à un certain nombre de questions, mais là pareil, c'est un site qui est immense. Oui. Et cette année, donc, ils avaient de nouvelles interrogations, et c'est la Oui. raison pour laquelle ils ont repris les fouilles. Donc ils ont. Alors là, c'est de la programmée, c'est de la recherche programmée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune menace sur Auzet, aucun Non. projet d'aménagement qui menace le site. Non, non. Et donc là, effectivement, Jean-Marc Large avait des questions, se posait des questions.
il l'a présenté au service de l'État en disant voilà, moi j'aimerais pouvoir reprendre des fouilles à Ouzès pour répondre à telle et telle question. L'État a dit oui, c'est pertinent et a donné cette autorisation. Donc là, il est reparti, je pense qu'il est reparti pour une triennale. Hein, Oui, 3 ans. parce Voilà. que là, ils ont trouvé encore des choses qui ne répondent pas aux interrogations premières. Mais Voilà, qui c'est-à-dire posent que d'autres quand ils avaient fait les interrogations. premières découvertes, effectivement, ils avaient trouvé des fameuses sépultures d'Ouzès qui sont Oui, présentées à voilà, l'Historial. oui. Et donc là, cette année, il est tombé sur Un de l'habitat. rempart. Alors, il y a un rempart, hein, on est dans une situation d'éperon barré, hein, c'est Oui. ce que je vous disais tout à l'heure, on est dans une situation topographique favorable, donc avec un rempart qui barre Oui. cet éperon, et donc il y a derrière des sépultures qui ont été trouvées, et là, cette année, il y a de l'habitat qui est sorti. Oui. Donc, l'habitat néo-moyen en Vendée, Oui. ça ne court pas les rues non plus. Hein, donc c'est pour ça que c'est intéressant de fouiller. Ça permet de faire avancer la connaissance. Des squelettes un peu bizarres. Alors je sais pas s'il a trouvé des squelettes, Non, il m'a parlé. mais ils pensaient répondre aux réponses de mort violente des squelettes. Mm. Puis en fait, ce rempart vient apporter d'autres interrogations. Oui, mais parce que si vous voulez, bon pareil, c'est un site qui a été occupé à plusieurs périodes. Oui. Donc avec, effectivement, en fonction des périodes, on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes vestiges, on n'a pas les mêmes interrogations. Donc là, sur Ouzès, vous avez différentes périodes qui sont superposées. Je voulais savoir, bon, quand il y a des fouilles, il y a un ou plusieurs archéologues, peut-être, mais il y a une équipe, Oui. De quoi est composée une équipe? Alors, une équipe est composée d'un responsable d'opération. C'est lui qui est titulaire de l'autorisation de fouille. C'est-à-dire que l'autorisation de fouille est donnée à un individu. Sur le chantier, c'est comme le capitaine d'un navire. C'est le seul maître à bord après Dieu. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui est responsable des biens et des personnes sur le site. C'est-à-dire que c'est lui qui est responsable des fouilleurs, qui est responsable également de la sécurité des fouilleurs sur le site. Et c'est lui également qui est responsable des résultats scientifiques. Donc, c'est lui qui est chargé de piloter son équipe de façon à ce qu'il puisse effectivement collecter un maximum d'informations. C'est le but de la fouille, c'est collecter un maximum d'informations avant que le site disparaisse d'une façon ou d'une autre, puisque la fouille est destruction. Donc même si c'est de la programmée, c'est quand même destruction, donc il faut récupérer de l'info. Donc ce responsable d'opération est véritablement, si vous voulez, celui qui chapeaute la fouille. Et sous sa responsabilité, il a un certain nombre de fouilleurs. Et puis ce qu'on a également, alors en fonction de l'importance du chantier, en fonction également du type de chantier dont il s'agit, si c'est de la préventive ou de la programmée, si c'est un très très grand chantier de préventive avec différentes périodes qui sont représentées, c'est-à-dire que sur un même site, on peut avoir une occupation gallo-romaine, une occupation gauloise, une occupation de l'âge du bronze, on peut tout envisager. En ces cas-là, il y a des responsables de secteur, c'est-à-dire qu'il y a un spécialiste par période, puisqu'on a également, il y a beaucoup de spécialités maintenant en archéologie, on ne fouille pas de la même façon des vestiges médiévaux et des vestiges néolithiques, donc tout cela, ça nécessite des spécialités, c'est la raison pour laquelle, sur un chantier, s'il y a plusieurs périodes qui sont représentées, vous allez avoir plusieurs spécialistes, mais au moins un spécialiste par période. Et tous ceux qui fouillent sont des gens qui ont des connaissances en archéologie, où il y a des petites mains, le conducteur de grue, c'est un archéologue. Alors non, le conducteur de la grosse grue, c'est pas un archéologue. Bon, Par contre, ce qu'on peut avoir, c'est des conducteurs de petites grues qui sont des archéologues. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, l'archéologie préventive, c'est une archéologie qui est une archéologie de professionnels seulement. Pour différentes raisons. Pour des raisons déjà financières, puisque ce sont les aménageurs qui financent les fouilles préventives. Et donc, automatiquement, ceux qui sont sur le chantier, ce sont des professionnels. Parce que si on prenait des bénévoles, ça serait considéré comme du travail au noir. Donc, voilà, ça c'est pour la préventive. Par contre, là où effectivement il y a les petites masses, c'est en programmé. C'est-à-dire que la plupart des archéologues, tous ceux qui finissent en préventive, commencent par la programmer. C'est comme ça qu'on commence à fouiller. On commence tous à fouiller en programmé, donc en bénévolat, les petites mains. Et puis ensuite, bon, c'est comme ça qu'on apprend le métier, c'est comme ça qu'on apprend à fouiller, c'est comme ça qu'on voit si on est vraiment fait pour, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de mettre les mains dans la terre, donc sous le soleil, sous la pluie, parfois même sous la neige, on peut tout envisager. Donc ça permet éventuellement de confirmer des vocations, et puis ensuite, si vous voulez, ce sont des gens qui partent dans le milieu professionnel. Mais les petites mains existent encore, mais dans le monde programmé, pas dans la préventive. Dernière question. Le petit mélange. Mais par les contrôles historiques, c'est possible qu'il y ait des sites qui ne sont pas dans le sol, qui sont hors du sol. C'est une très bonne question.
on a effectivement, donc quand on parle d'archéologie, généralement, on parle de ce qui se trouve sous le sol. Mais les archéologues s'intéressent également à ce qu'il y a sur le sol, parce que parfois, dans des bâtiments qui sont encore en élévation, quand on fait tomber les enduits, on s'aperçoit que ce sont des bâtiments très anciens qui ont été réutilisés à plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, la petite église du Langon. C'est une église très intéressante, parce que sur le mur, alors, pas que je me trompe au niveau de l'orientation, sur le mur ouest, on a, il faut bien regarder le mur ouest de l'église du Langon, parce qu'on voit qu'il y a des pierres, donc qui ont une certaine orientation, et on a un morceau de mur où on a un appareillage qui est beaucoup plus petit. C'est-à-dire qu'on a des pierres qui sont plus petites, et surtout, on a 3 rangs de pierres alignées qui sont d'une couleur un petit peu différente. Et il y a un archéologue qui avait beaucoup travaillé ici au Langon, qui pensait qu'en fait, c'était un vestige en élévation d'un mur gallo-romain. C'est-à-dire que dans l'église du Langon, il y aurait un reste de vestiges gallo-romains encore en élévation. Donc c'est pour ça que les archéologues font aussi de la fouille, c'est ce qu'on appelle de l'archéologie du bâti. C'est-à-dire qu'on étudie les monuments en élévation, parce que ces monuments en élévation nous apportent autant d'informations que ce qu'il y a sous le sol. C'est-à-dire qu'on peut avoir, effectivement, on fait tomber les enduits, on se dit « Oh, mais en dessous, il y a quelque chose qui est beaucoup plus vieux que ce qu'on pensait. » Et c'est de plus en plus souvent. Par exemple, dans une église, on fait tomber des enduits, on va tomber sur des fresques qui sont du 11e, du 12e, qu'on ne soupçonnait absolument pas. Donc c'était une très bonne question. Vous allez bien sûr pouvoir continuer à poser des questions à Madame Dugardin autour du pot tout à l'heure, s'il y avait encore des questions à poser. Je vais me donner le privilège de la dernière question. Donc notre voyage s'appelle Destination Aventure. On s'intéresse aux aventuriers modernes qui pour nous sont les archéologues, ethnologues ou les scientifiques qui partent en expédition. Est-ce que vous, dans votre métier, vous sentez une âme d'aventurière de l'histoire? Est-ce que vous sentez que vous avez un pouvoir sur l'histoire? Est-ce que vous sentez cette âme Oui, dans l'archéologie, il y a toujours une part d'aventure, même si effectivement on ne conçoit plus l'archéologie aujourd'hui de la même façon qu'on la considérait au 19e et au 20e siècle. Par exemple, la période de la découverte de la tombe de Toutankhamon, ça correspond à une certaine période de l'archéologie. Deuxième moitié du 19e siècle, première moitié du 20e siècle, c'est ce qu'on appelle, c'est vraiment l'époque où on découvre l'archéologie dans toutes ses facettes. Non seulement il y a, donc on découvre l'archéologie dans toute sa chronologie, c'est l'époque où on découvre la préhistoire, la proto-histoire, c'est l'époque où on découvre également donc la Mésopotamie, donc l'archéologie mésopotamienne, on découvre le monde entier, c'est l'époque également des grandes fouilles, et il y avait véritablement ce côté aventure, il n'y avait pas aussi ce côté professionnel comme il y a aujourd'hui, c'est-à-dire que quelqu'un comme Howard Carter avait un mécène, et donc bien souvent ce sont des gens qui finançaient l'archéologie par le biais de fonds privés. Donc Indiana Jones, c'est typiquement le genre d'archéologue. Ce sont ces histoires modernes qui s'inspirent de cette archéologie du 19e et du 20e siècle, qui c'était la grande aventure. Et c'est quelque chose qui naît un petit peu avec les fouilles de Pompéi, et surtout d'Herculanum, puisque Pompéi a été enfoui par de la cendre, alors qu'Herculanum c'était de la lave. Et donc pour pénétrer, pour arriver jusqu'au vestige, on devait construire des galeries, on devait s'enfuir dans le sol, et ça correspond également à l'époque du romantisme, c'est-à-dire qu'on avait une vision romantique de l'archéologie, et qui génère cette vision un petit peu de l'aventure. Alors on n'est plus vraiment, même si effectivement l'archéologie c'est toujours une aventure, on n'est quand même plus dans cette vision des 19e et 20e siècle. Il est certain qu'on a un petit peu changé, mais d'une certaine façon, si l'archéologie c'est toujours une aventure. C'est toujours un métier qui fait rêver en tout cas. De toute manière, c'est toujours un métier, qui fait rêver. Là, pour notre fouille des herbiers, donc je reviens toujours à l'expérience de cette fouille des herbiers, on avait organisé une journée porte ouverte à l'occasion des Journées nationales de l'archéologie au mois de juin. En une journée, on a eu 900 personnes qui se sont déplacées. Ce qui montre que l'archéologie de terrain, c'est toujours quelque chose qui fascine. C'est vrai que c'est fascinant. Je suis bien placée pour le dire, puisqu'autrement, s'il n'y avait pas ce côté passionnant, fascinant, je pense que c'est un métier que je n'aurais pas fait. Donc, c'est sûr que l'archéologie, ça attire, ça plaît beaucoup.